Bonjour, on reçoit aujourd'hui le professeur Tarek Charchar qui va nous répondre à quelques questions brûlantes sur la neuromyopathie de réanimation. Alors pour commencer, quels sont les facteurs favorisants de la neuromyopathie de réanimation? Donc, d'abord, merci pour cet entretien. Donc, les facteurs de risque sont bien identifiés, hein. Il s'agit de patients graves de réanimation. Donc, le risque augmente avec la gravité de la pathologie de réanimation. Donc, si l'on prend le score IGS-2, plus le score d'IGS-2 est élevé, plus il y a un risque de développer une neuromyopathie acquise en réanimation. Et sans doute un des grands marqueurs est la détresse respiratoire aiguë. Et probablement les deux pathologies pourvoyeuses sont d'un côté le sepsis ou le choc septique et l'ARDS ou le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Pour des raisons probablement inflammatoires, pour des raisons liées au traitement tels que les corticoïdes, hein, dont on sait qu'ils ont une certaine myotoxicité, pour les troubles métaboliques qu'ils engendrent, notamment tout ce qui est de l'ordre de la dysglycémie, qui est aussi un facteur de risque, et puis en raison des thérapeutiques, en raison aussi de l'alitement. Et on sait que l'immobilisation prolongée favorise la fonte musculaire et donc favorise la myopathie de réanimation. Donc les principaux facteurs de risque sont ceux-là. Il y a eu aussi d'autres marqueurs tels que l'hypoalbuminémie, qui est un marqueur de dénutrition, voilà, l'insuffisance rénale, ou plutôt la dialyse comme peut-être protectrice. Alors c'est des facteurs de risque. Par exemple, le lien entre glycémie et neuromyopathie acquise en réanimation a été démontré. Plus la glycémie est haute et de manière prolongée, plus il y a un risque d'une atteinte nerveuse et musculaire. Mais ça ne veut pas dire que le contrôle de la glycémie va réduire ce risque. Voilà. Donc les choses sont peut-être beaucoup plus complexes que ça, compte tenu des mécanismes physiopathologiques en jeu, de la dynamique aussi. Il y a une atteinte électrophysiologique qui peut survenir rapidement et qui est très fréquente. Ça ne veut pas dire que l'atteinte clinique va être là. Donc voilà, donc c'est plus complexe que ça. Merci. Et alors quelles mesures peuvent être mises en place à la fois de façon préventive et peut-être de façon curative devant une neuromyopathie de réanimation? Alors, alors, déjà, juste un petit mot, c'est une pathologie fréquente, hein, quand on prend des patients graves de réanimation. Si on se souvient de nos patients Covid, hein, d'un ARDS secondaire à un Covid ou à une Covid, il y avait un élément, beaucoup de patients ont développé des neuromyopathies acquises en réanimation. Donc c'est une pathologie fréquente chez les patients graves. C'est une pathologie grave, puisqu'on sait que c'est associé à une surmortalité, à des échecs de sevrage et à des séquelles à long terme. Et même le rapport avec la mortalité, il est tant immédiat pendant le séjour en réanimation qu'au-delà du séjour en réanimation. Donc oui, c'est une maladie grave. Alors il faut essayer de la prévenir et puis il faut essayer de la traiter au mieux. En termes de prévention, peu de choses ont été démontrées en fin de compte, malgré la fréquence, hein, de cette pathologie. Et sans doute, il faut appliquer les bonnes recommandations. Par exemple, des bundles, comme on dit, ou du paquet ABCDEF. Voilà, c'est-à-dire diminuer la sédation le plus tôt possible, voire l'arrêter le plus tôt possible, la mobilisation précoce, etc. Alors, et si vous regardez la mobilisation précoce, elle a un effet plutôt positif sur le cerveau, entre guillemets, elle réduit le délirium. Elle a une action musculaire, mais pas tant que ça sur le court terme. Mais sur le moyen terme, elle a des effets cognitifs et de récupération musculaire importants. Donc oui, la mobilisation et le contrôle de ces facteurs de risque, même s'il n'a pas été démontré stricto sensu qu'ils amélioraient, ils réduisaient la survenue. Mais ça fait partie des bonnes pratiques. Pour le traitement curatif, il n'y a pas de traitement spécifique pour le moment. C'est surtout la mobilisation et la prise en charge kinésithérapeutique, la bonne conduite du sevrage ventilatoire qui sans doute sont bénéfiques. Alors pourquoi il n'y a pas de traitement spécifique? Parce que c'est une physiopathologie probablement très complexe, voilà, et aussi dynamique. C'est-à-dire les mécanismes d'atteinte initiaux ne sont pas les mêmes que ceux qui permettent qui jouent un rôle dans la prolongation de l'atteinte neuromusculaire, et ce ne sont pas les mêmes qui jouent un rôle dans la récupération neuromusculaire. Donc vous êtes face à cette dynamique, et comment agir spécifiquement sur ces mécanismes, c'est complexe, ils sont souvent intriqués. Et l'autre chose qui est encore plus complexe, c'est qu'il y a des
processus qui sont physiologiques. Par exemple, le catabolisme musculaire initial est une réponse à une situation d'agression. Elle est absolument nécessaire. La bloquer risque d'avoir des effets délétères, risque d'être difficile d'avoir des effets délétères. Donc on est quand même dans une physiopathologie complexe et c'est vrai que pour le moment c'est plutôt des mesures symptomatiques dont la mobilisation qui semble être bénéfique. Alors la stimulation électrique, on en a parlé, voilà, une étude faite par nos collègues orléanais n'a pas montré de bénéfices majeurs. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie.